Je vais essayer de vous apporter un petit peu le point de vue de l'hébergeur et de l'hébergeur qui fait aussi de la sécurité de longue date, puisqu'à la base, nous, on a une boîte de tests d'intrusion, ce qui c'est moi, mais ça fait 15 ans qu'on fait des tests d'intrusion. Donc on les voit, les sites qui se font percer, on voit aussi les catastrophes que ça produit et les raisons pour lesquelles ça se produit. Donc je vais essayer de vous donner un petit peu plutôt un retour d'expérience du terrain et du milieu, ainsi que des chiffres et des insights qui proviennent de sources un peu plus globales que nous on suit depuis des années, parce que ce sont des sources de sécurité qui sont relativement fiables et qui nous donnent des bonnes stats. Alors pour ceux qui ne nous connaîtraient pas, je représente NBS, j'en suis le DG, et ça fait une quinzaine d'années donc on fait du test d'intrusion, et 8 années qu'on fait de l'hébergement. Donc, beaucoup de sites de e-commerce, principalement des sites de e-commerce. Pour DD, on gère à peu près 1,5 milliard de commandes par an pour nos clients. C'est le chiffre d'affaires qu'eux génèrent au travers de nos plateformes. Beaucoup de e-commerce donc, et beaucoup de Magento, évidemment. On est passionné par le sujet, à tel point qu'on a publié ces 2 livres, que vous avez peut-être déjà croisés, celui-là un peu plus vieux que celui-ci. 35 000 lecteurs sur celui-là, on espère 10 000 sur celui-ci, qui sont des aides pour vous, marchands, pour décider un petit peu dans quelle direction vous orienter. Ils sont disponibles gratuitement sur le net, ils sont disponibles aussi en version physique sur notre stand si vous souhaitez vous informer sur les solutions de e-commerce ou les connecteurs de paiement. Alors, on va parler un petit peu de la sécurité et pour commencer de la perception de la sécurité. Qu'est-ce qu'attendent chacun des parties dans une transaction online ? Objectivement, le client, il ne veut pas se faire escroquer, il ne connaît pas forcément tous les sites, donc il y a des gens comme Trusted Shop par exemple qui vont vous donner une réassurance sur le fait que ce site est sérieux. Ne pas se faire voler ses coordonnées bancaires ou ses coordonnées physiques, c'est plus du tout marginal. C'est quelque chose qui est dans les mœurs maintenant. Avec la grande publicité qui a été faite autour de failles récemment, comme Heartbleed en début d'année, qui était la faille SSL, qui a touché à peu près tout le monde. On en a parlé dans Le Monde, on en a parlé sur CNN, on en a parlé sur TF1. C'est vraiment du mass media qui a relayé Heartbleed. Récemment, il y en a eu d'autres, comme Shellshock, qui ont commencé à faire du bruit aussi. Et on se rend compte de plus en plus de breach, data breach, qui sont des montants colossaux de données perdues par des groupes comme Target, Home Depot, etc., qui ont perdu au sens propre des millions et des millions et des millions de coordonnées. Donc, le client est devenu sensible à cet aspect-là. C'est plus du tout marginal pour lui. Puis bon, évidemment, ça reste du e-commerce, il veut avoir son produit dans les temps, au prix qui va bien, etc. Le marchand, lui, il ne veut pas se faire escroquer par le client parce qu'il a un peu le même problème en fait. Il risque de faire face à une fraude de cartes. Ce n'est pas le sujet du jour. Il y a des gens qui traitent ça très bien. Il y a des gens aujourd'hui qui sont des connecteurs de paiement qui vous en parleront. Mais ce n'est pas se faire voler ses bases de coordonnées. C'est important pour lui aussi. Il commence à se rendre compte de la valeur de ces données. Et puis, faire son boulot de e-commerçant. La différence entre ces gens-là et ces gens-là, c'est que le marchand, lui, il est responsable de protéger le client. Le client, lui, ne peut pas se protéger. Il y a un navigateur, c'est Madame Michu, c'est Robert, c'est Gérard, Henri, c'est moi, c'est tout le monde. On ne sait pas ce qu'il y a derrière. On ne sait pas ce que vous faites pour protéger nos données, mais nous, on ne peut pas faire beaucoup plus, en fait. On a peut-être un antivirus sur la machine, et encore, ce n'est pas sûr. Donc, mine de rien, toute cette charge de sécurité, elle repose du côté du site. Et c'est vraiment un engagement auquel les clients s'attendent maintenant. En fait, le client est fragile. Alors, petite introduction chiffrée pour qu'on sache quand même un peu de quoi on parle. Le vol de données, c'est devenu un des fléaux massifs d'Internet. Et quand je parle de vol de données, c'est assez large. Ça va du vol de votre catalogue, du vol de vos produits, du vol de vos référentiels clients, du vol de vos données brevets, de vos R&D, du vol de vos bases de données clients, du vol de vos bases de données cartes. Tout ça constitue de la donnée et c'est devenu un sport très très répandu sur Internet parce que ça se monétise très très bien. On va voir comment. Alors ensuite, la deuxième stat, elle vient du data breach, non pas du data breach, de White Hat Security, qui est une firme américaine, qui fait à peu près ce qu'on fait nous en France à des intrusions, et qui révèle un fait intéressant. Un retailer en moyenne a 328 jours par an une faille exploitable sur son site. Alors ça peut être des choses assez mineures, je sais pas, changer l'apparence du site, comme des choses assez majeures, récupérer des coordonnées de compte client par exemple. Et 328 jours par an, c'est presque toute l'année. Pour ordre d'idée, même les banques atteignent 67 jours par an. Et pourtant, ils ont des moyens qui sont colossaux pour se défendre. Donc, le temps d'exposition est important. Ensuite, il y a le marché global de cybercriminalité. Alors là, il faut le prendre au sens très large. C'est l'intégralité du coût mondial, et en termes de pertes, et en termes de dépenses forcées, et en termes de perte de croissance de ce milieu-là. Parce que la défiance des clients par rapport à l'outil informatique implique aussi une perte de croissance et de compétitivité dans ce milieu-là. Donc c'est l'ensemble qui est considéré par Gartner comme dépassant 400 milliards de dollars
sur la seule année 2013. Donc on est dans des sommes qui sont vraiment colossales. Ensuite, la fraude à la carte, on en a parlé, on va en reparler, et ça n'arrêtera pas, et ça ne va ne faire qu'augmenter. C'est ceci dit la seule fois où je vais parler de ces chiffres-là précisément. 67 millions de personnes en 2012, c'est plus du tout marginal non plus. Mais il faut voir que c'est le plus gros marché du monde pour les hackers. On parle de 4 trilliards de dollars de transactions par an en CB. Il n'y a rien d'autre après, il n'y a rien au-dessus. Le Graal absolu, c'est de taper dans cette manne de 4 trilliards. Et un fait important et récemment publié, qui est moins connu, c'est que le trafic web est de moins en moins humain. C'est-à-dire qui vient sur vos sites en fait. Quand on regarde nous les logs qu'on voit sur les serveurs, les gens qui viennent sur vos sites, eh ben, ce n'est pas des gens, c'est des robots. C'est des robots de tout type, c'est-à-dire c'est des programmes qui viennent vérifier vos prix en permanence pour que la concurrence s'aligne. Ceux qui ont commencé à jouer à ça, les premiers sont évidemment les grands sites généralistes. Si je vends l'aspirateur Roventa Power 2000 machin à double trilobie renversé, et ben, si je le vends 4 € de moins que mon voisin, et ben, je vais remporter le bid. Et donc du coup, on s'observe les uns les autres. Donc ça correspond à un trafic important chez nous. Ensuite, on a évidemment les robots qui cherchent des failles de sécurité. Il faut savoir qu'une IP, en une journée, est scannée 30 à 40 fois. Alors, vous faites quelque chose ou pas contre ça, mais 30 à 40 fois par jour, votre IP est scannée pour chercher des vulnérabilités. Soit les célèbres Heartbleed, Shellshock et autres, soit des vulnérabilités de tout type. D'ailleurs, il y en a 3 qui ont été révélées récemment sur Magento, par Magento lui-même. Donc maintenant, ça fait partie des routines. Les gens scannent pour récupérer des potentielles vulnérabilités. Ils se font une base de sites qui sont vulnérables, puis ils les attaqueront plus tard, éventuellement de façon automatisée. Donc le trafic. Et puis, dans ces 61%, évidemment, il y a aussi des choses importantes comme le Googlebot ou le Yahoo Bot ou le Bing Bot qui viennent crawler vos sites. Bon, ça c'est normal, on n'a pas de problème avec ça. Mais ça reste du trafic non humain. Donc ce qu'il faut retenir un peu, c'est que la plupart du trafic et la plupart des hits sur vos sites sont faits par des robots. Alors les grands vainqueurs de l'année, enfin de ces dernières années, Home Depot, qui est tout en haut quand même, qui a fait un carton de 56 millions de numéros de carte bleue perdus. Je vous laisse apprécier le chiffre, 56 millions quand même. C'est pas loin de la population de la France. Ça donne un ordre d'idée. Alors, par une méthode qui était assez complexe, ceci dit. C'était pas lié à une attaque web, on va le revoir après. JP Morgan, récemment, qui a perdu 40 millions de cartes et alors beaucoup plus d'enregistrements sur des humains. Rien d'important, c'est une banque, donc c'est votre salaire, vos revenus, vos dépenses, vos coordonnées, vos adresses, enfin rien de sensible, rassurez-vous. TJX, qui est un petit peu le pionnier en la matière, qui il y a 5 ans a perdu 45 millions de CB. C'est un bon score, ils sont qu'en 3e position, mais il y a quand même un bel effort à apprécier. Le groupe Target, plus récemment, il y a quelques mois, 40 millions de CB, Adobe 38, Sony, Zappos. Voilà. Vous reconnaissez, je pense, tous les logos. Tous ces gens-là dépensent des millions en sécurité par année, et tous ces gens-là se sont fait trouer. Non mais c'est aussi simple que ça. Je veux dire, ils se sont tous fait trouer au sens propre. Et alors ce qui est marrant, c'est combien d'entre eux se sont fait trouer par l'entremise du canal web. Parce qu'en fait, on pourrait se dire, oui, il y a plein de choses. Par exemple, en l'occurrence, Target, c'était un truc très compliqué, un malware qui avait été posé sur des caisses, etc. etc. Donc c'était pas du web. C'est pas le web qui a permis le hack de Target. Par contre, tous ceux que je vous ai mis en vert, c'est des gens qui se sont fait trouver par le web. C'est-à-dire qu'indirectement, leur site est devenu le canal d'infection du reste de leur réseau, ou parfois très directement. Si vous vous souvenez du cas de Sony, par exemple, qui était quand même assez emblématique, c'est par le PlayStation Network qu'ils se sont fait avoir, mais c'est par un site relié au PlayStation Network qu'ils sont rentrés dans le PlayStation Network. La petite blague a coûté quand même 1 milliard à Sony, donc c'est peut-être que du web, mais ça reste du gros business. Et les autres, voilà, Sony, Zappos, Adobe, j'ai mis un petit logo aussi qui est marrant, c'est OkCupid. C'est un site de rencontre. Ça a l'air anodin, mais sur un site de rencontre, vous allez mettre beaucoup de détails personnels sur vous. C'est un peu le principe. Et voilà, ça fait autant de détails personnels qui peuvent être utilisés pour faire du vol d'identité derrière. C'est en Australie, je crois, qu'ils se sont fait avoir OkCupid. Mais on parle des cartes bleues, mais il n'y a pas que les cartes bleues dans la vie. Core Venture aux États-Unis, donc qui est un venture capitaliste qui a plusieurs sociétés dans son contrôle, 200 millions de comptes d'enregistrement personnel. J'entends par compte enregistrement personnel, données personnelles. Adobe, 152 millions de comptes. Belle performance quand même. Adobe qui a perdu l'intégralité de ses Adobe Connect. Donc quand vous utilisez des suites online, vos données ont été récupérées. Voilà.
eBay, on soupçonne qu'il y a eu quand même un gros problème parce qu'ils ont demandé à tout le monde de changer les passwords. Bon, en général, c'est pas une procédure qu'on fait par défaut, il y a dû y avoir un petit problème. Heartland, TJX Retail, Evernote, je vous les passe, ils sont légion. Ce qui est intéressant de voir, c'est pourquoi il n'y en a que des sites américains dans cette histoire. Parce que les Américains, ils leur aient fait obligation de le dire. Obligation, légale. Vous ne le faites pas, vous allez en tôle. En France, ce n'est pas le cas. En fait, vous croyez que ce n'est pas le cas, mais c'est le cas. Sauf que, comme d'habitude en France, les punitions sont un peu molles. Donc, on dit rien, c'est mieux, c'est plus sympa, ça reste entre nous, on n'en parle pas. Et ce qui est incroyable, et je vais vous citer là un exemple qui nous est venu un jour, il y a un des top 20 Internet dans les sites français qui vient nous voir. On avait notre investisseur qui faisait une petite soirée chez nous pour présenter les résultats de la boîte, tout le monde était très content, il y a du champagne, on parle un peu avec le gars, il me dit oui, je sais qu'on n'est pas parfaitement au carré sur notre sécurité, mais on va y travailler, on fera un test d'intrusion, il y a peut-être des trous dans la raquette, mais rien de trop grave. 6 mois après, la même personne me rappelle, il dit oui, monsieur Mo, voilà, en fait on a eu un petit problème, donc on a eu une intrusion et ils ont récupéré l'intégralité des comptes de nos clientes. Ah, bon, bah voilà, ça devait arriver, hein, 1,6 million quand même. Et je voulais vous demander légalement, on est obligé de le dire aux clientes? Alors déjà, il y a un point qui pose problème. C'est pas un problème légal, hein. C'est un problème de déontologie qui se pose là. Ça va bien au-delà du légal. Mais c'est un pur player. Si demain il dit à ses clientes qu'il a perdu les coordonnées, c'est fini, son site il ferme. Au revoir, on ferme. Dans le top 20 Internet, ça fait désordre quand même. Top 20 e-commerce, pardon. Ça fait vraiment désordre. Et pourtant, quelle est l'autre alternative? Ne pas le dire, mais ne pas le dire, c'est criminel. En fait, quand vous y pensez, combien vous avez de mots de passe? Réfléchissez pour vous, ne me le dites pas, mais combien vous avez de mots de passe différents? 1, 2, 3. Vous faites partie de l'élite? 4, 5, 6. Vous faites partie de l'élite. Vous faites partie des gens qui travaillaient dans le milieu. Donc par défaut, vous avez cette culture, comme moi, d'avoir plein de passwords différents et relativement complexes. Le français moyen, il en a 2, voire maximum 3. Et comment il répartit, comment il choisit l'usage de ces passwords? Quand il fait des achats en ligne, il met le même partout, parce que c'est le password achat en ligne. Puis quand il est au bureau, il a le password bureau. Puis quand il est à la maison, il a le password maison. Alors on a de la chance quand c'est pas le même. Mais en général, quand même, c'est très souvent le même. Alors ce qui est marrant, c'est que le français moyen aussi, la façon dont il conçoit ses passwords, c'est assez folklorique. Les prénoms des enfants, le prénom du chien, la plaque d'immatriculation, le code PIN, le numéro de carte d'identité, enfin tout genre de trucs oubliés. Hein. C'est dans toutes les bases de passwords. C'est le premier truc qu'on teste. Ces mots de passe-là, ils tiennent quelques secondes, pas plus. Alors, en France, donc, le problème, c'est que quand vous ne le dites pas, vous ne dites pas aux utilisatrices ou aux utilisateurs que vous avez perdu leur mot de passe. Et donc, quelque part, vous compromettez leur sécurité à long terme. Parce qu'ils n'ont pas changé leur compte eBay, ils n'ont pas changé leur compte Amazon, parce que vous avez peut-être perdu leur mot de passe à ce moment-là. Et c'est dramatique pour eux. Votre base de mot de passe est chiffrée, ça ne change rien. Très sincèrement, j'ai 2400 serveurs, j'ai fait tous bosser un tout petit peu, je vous rends votre base déchiffrée à 94% au bout de 2 heures. Donc franchement, comptez pas sur le fait que les mots de passe seront robustes parce qu'ils seront chiffrés, ça se déchiffre très très bien. Alors évidemment, les mots de passe très compliqués ne seront pas déchiffrés, c'est toujours une bonne pratique. Mais malgré tout, ce n'est pas suffisant. Un autre point qui est quand même frappant dans ce milieu, et c'est pour ça que j'ai gardé, c'est le temps entre le début de l'attaque et la compromission, c'est-à-dire un pirate ou un robot détecte une faille, et puis en combien de temps, en vrai, le site a été compromis, c'est-à-dire qu'on en a un contrôle total ou partiel. Et puis après, on va corréler ça avec un autre facteur important, le temps entre la compromission et la découverte de la compromission, c'est-à-dire quand vous, marchand, vous vous rendez compte que vous êtes fait pirater. Bon, allons-y. On compte en secondes, c'est normal, c'est des robots ici. Ça et ça, c'est des robots. Ils ont détecté automatiquement la faille, ils vont l'exploiter tout aussi automatiquement, et ils vont reporter à leur gentil maître, en méchant maître en l'occurrence, qu'ils ont réussi à compromettre un site. Là, on commence à être dans l'humain. Tout ça, c'est de l'humain en général, d'accord ? On compte en heures quand c'est un site qui était très très mal protégé, en jours si c'est un peu mieux protégé. J'ai l'habitude de faire cette conférence avec quelqu'un de chez Vente Privée, qui est Nicolas Pellegrin, qui est le RSSI, et qui n'a pas de mal à dire que quand nous, on a fait leur thèse d'intrusion, on est rentré chez Vente Privée. Dans le SBF 250, on rentre 90% du temps. C'est notre métier, on le fait depuis 15 ans, c'est entre guillemets normal, mais c'est pour vous dire à quel point c'est pas du tout hors de portée.
Et puis il y a des fois des compromissions, comme par exemple pour le groupe Target, qui vont se situer dans les 7%, qui ont compté en mois, ou même JP Morgan. Ça a pris beaucoup, beaucoup de temps. C'est pas fait du jour au lendemain. Et en combien de temps vous l'avez détecté? Jamais en secondes, jamais en minutes, jamais en heures. Jamais. On compte au minimum en jours. Et en fait, presque la moitié des gens, en l'occurrence 48% pour être précis, détectent en mois ou en années. On reprend le cas de JP Morgan, une banque, une des plus grandes du monde, tout ça, tout ça. Ils ont mis des mois à détecter l'infraction. Des mois. Donc, combien ils ont perdu de transactions et de coordonnées en ce temps-là? Bon, alors parlons de Magento. Parce que là, on a parlé un petit peu de ce concept, mais Magento, comment ça se passe en fait pour Magento? Alors la bonne nouvelle pour vous, c'est que Magento en termes de sécurité est globalement bon. C'est-à-dire que ça repose sur le framework Zen, qui est un framework qui est très solide, qui est très bien conçu, et on commence à faire des bêtises à partir du moment où on sort du framework. C'est-à-dire que le framework, par défaut, il en fait très peu. Si vous commencez à faire des forms vous-même, à la main, voilà, parce que j'ai besoin d'un truc rapide, là, en général, c'est le moment où il y a une bêtise qui se profile. Ensuite, il y a eu 7 failles en 6 ans. C'est pas énorme, un peu plus d'une faille par an. Franchement, très franchement, pour un framework de e-commerce de cette complexité et un outil open source de cette complexité, on n'est pas du tout dans une zone dramatique. 6 seulement sont liés à Magento, une était liée à Zen, et 2 seulement étaient majeures. La plupart n'étaient pas, vous ne mettez pas dans un risque colossal. On pouvait changer l'apparence de votre site, on pouvait acheter un produit pour 0 €, voilà, il y avait 2-3 trucs, mais globalement, on ne mettait pas tout le monde en péril. Il n'y en avait que 2 qui étaient vraiment très graves. Il existe des démarches d'amélioration. On a eu un fil de dialogue surréaliste il y a quelques jours avec des gens de chez Magento Support qui ont dit oui, on a une petite faille, voilà, il faudrait changer les fichiers qui sont en 7777, comprendre écriture, lecture pour tout le monde, parce qu'en fait, bon bah voilà, c'était pas une bonne idée. Alors ça fait juste 4 ans qu'on se bat avec eux pour dire arrêtez de mettre dans vos docs des conneries de ce genre-là, à savoir mettre les fichiers en 777 accessibles pour tout le monde. Et le gars nous répond, non mais nous on fait des softwares pour que même les utilisateurs les plus idiots puissent le mettre en œuvre. Et là, grand moment de solitude. Comment on décrit à nos utilisateurs finaux qu'on a une grosse faille de sécurité qui est by design parce qu'il faut que n'importe qui puisse utiliser un soft de e-commerce? C'est pas possible. Donc on s'est isolé, c'est pas la politique de Magento, je vous rassure. La plupart des gens chez Magento sont très sérieux, la preuve, il y a eu très peu de failles. Et ils sont réactifs, ils font les correctifs de sécurité quand on leur remonte une erreur. Cependant, il y a encore des marges de progression, et notamment un audit fondamental du code source de la cave au plafond serait pas mal. Alors, qu'est-ce que nous a appris l'expérience dans cette histoire, après quelques années? Déjà, les sites, les pirates ciblent essentiellement les paiements et les données. Pourquoi? Parce que c'est les deux choses qui sont monétisables. Alors le produit l'est potentiellement aussi. Je crois qu'on a des personnes qui sont dans les télécoms dans la salle. Évidemment, un terminal à 500 €, c'est très monétisable. Ça se vend très très bien sur le bon coin, il n'y a pas de problème, on ne perd même pas de marge en passant. C'est très très beau. 90% des piratages restent non ciblés, c'est-à-dire qu'on arrose avec des robots, et puis quand il y en a un qui est vulnérable, on va exploiter. Et ce qui est intéressant, ce n'est pas ces 90%, c'est les 10 autres pourcents qui, eux, sont sensibles. C'est des gens qui vous visent sur mesure. C'est vous qui veulent, ce n'est pas un autre. Et alors, on a eu des cas absolument... on en a plein, j'en ai pris 4 juste pour l'exemple. Il y en a un qui nous a fait un truc très rigolo. Alors, c'était sur un site qui était hébergé chez nous. Il n'était pas dans notre zone de très haute sécurité. On surveille, on fait ce qu'on peut, mais une page a été changée. Le connecteur de paiement. Il y a une faille dans le site, et le gars a remplacé le connecteur de paiement. Je crois que c'était un Ogone. Ogone n'est pour rien. Je veux dire, c'est le site qui est en faute. Et il a mis une autre page de paiement à la place qui, généreusement, créditait son compte au lieu du compte du e-commerçant. C'est assez élégant quand même, il faut reconnaître. Donc le e-commerçant, il voyait il renvoyait les confirmations de paiement à Magento, c'était super bien fait, tout se passait bien. Donc le gars, il prenait le pognon, le e-commerçant, il envoyait les produits, et puis lui, il n'avait jamais le virement sur son compte. Donc ils s'en sont rendus compte au bout d'un mois. Un mois. Et oui, pourquoi un mois? Parce qu'il y a le temps entre la compromission, le premier rapprochement bancaire, on vérifie, tiens, mais c'est bizarre, le DAF vient voir la personne, puis il dit, mais... on a vendu pour 1 million de produits, mais j'ai pas 1 million dans les caisses, il s'est passé quoi? Ben voilà, un mois. Alors, il y a l'infection durable des pages, c'est-à-dire qu'on va injecter un JavaScript ou on va injecter quelque chose de dangereux dans la page en cross-site scripting ou en SQL injection. Ça va rester dans la page, et à chaque fois que sa page va s'afficher, cette page-là va infecter le browser du visiteur. Récupérer ses logins, ses mots de passe, éventuellement d'autres choses. Sniffer les frappes clavier en JavaScript, c'est sympa parce que ça permet quand même de récupérer les mots de passe, on gagne du temps. C'est mieux que de les casser. 2400 serveurs, c'est puissant. D'un autre côté, quand on les a directement en clair, c'est vachement plus sympa.
Et alors, une qui nous a fait vraiment... ça nous a marqué, c'est attaquer l'hébergeur pour atteindre le site. C'est surréaliste. Donc, on est une boîte de sécurité. On a un hébergeur de haute sécurité. On a PCI DSS. C'est notre métier. Il y a un gars qui voulait attaquer un de mes clients, un retailer. Le patron a fait une déclaration un petit peu osée en Chine, qui n'avait pas beaucoup plu aux Chinois. Donc, on s'est tapé une horde d'attaquants qui sont restés gentiment à la porte, parce que ce site est dans une zone de haute sécurité, donc il n'y a pas eu de problème là-dessus. Mais quand ils ont vu qu'ils n'arrivaient pas à rentrer, ils nous ont fait appeler, notre secrétaire de direction, secrétaire comptable, par un avocat, bon teint, zéro accent, nickel, qui expliquait qu'il s'occupait de recouvrement de telle et telle facture et que c'était pas clair et qu'il voudrait échanger. Il donne le numéro à notre secrétaire comptable, elle le trouve pas, il lui dit bon bah écoutez, je vais vous renvoyer la facture, vous pouvez vérifier par vous-même, et il lui envoie un document affecté en PDF. Ça va loin quand même. Ils veulent attaquer le site, ils n'y arrivent pas, ils attaquent l'hébergeur. Il n'y a plus vraiment de limite à ce niveau-là. On a trouvé ça à la fois élégant, mais osé quand même, c'est sympa. Bon, ça a été vu tout de suite. Ça a permis de débusquer d'autres problèmes d'ailleurs chez ce client-là, qui s'était fait détourner des baux physiques pour ses magasins. Donc ils payaient leur loyer, mais à la mauvaise personne. Donc il faut voir que la surface d'attaque, elle est large maintenant. Et les méthodes aussi. Alors, dans 99% des cas, il faut savoir que quand il se passe quelque chose, le connecteur de paiement n'est pas responsable. J'ai pas envie de taper sur eux parce que déjà, je les ai analysés et c'est des gens très sérieux. Et en général, ils ont bien fait le boulot. C'est-à-dire que c'est pas eux qui vont générer le problème ou le trou de sécurité. Dans 95% des cas, Magento n'est pas en cause. C'est pas parce que Magento est mal développé ou plein de trous. C'est parce qu'on lui a rajouté des extensions où on a fait du développement custom qui n'était pas bien fait. Ce qui est très différent. Et presque tout le temps, c'est le code du site qui est en cause. C'est-à-dire on a fait un formulaire typiquement dont on n'a pas vérifié les champs et le contenu et on va injecter du cross-site scripting, du JavaScript, du SQL et le formulaire va gentiment exécuter. Il faut bien voir un point. Une base de données, quand vous lui envoyez une requête, elle l'exécute. Elle ne réfléchit pas si la requête est machin là, elle l'exécute. Si elle est fausse, elle ne retourne pas de résultat. Si elle est bonne, elle retourne un résultat. Donc si vous arrivez à interroger la base de données, ce n'est pas elle qui va faire le filtrage de est-ce que j'ai le droit d'interroger ou est-ce que je n'ai pas le droit d'interroger. Si je demande la liste de tous les utilisateurs, de tous les produits, de toutes les cartes bleues, de tout machin, ce n'est pas la base de données qui va faire le filtrage. Ça doit se faire en amont, dans le soft de e-commerce, dans le reverse proxy ou au-dessus. Donc, du coup, voilà, c'est le code source qui est souvent en cause, et ce sont les serveurs évidemment qui sont visés pour aller attaquer cette couche applicative. Alors, les failles sont légion. On en a un qui nous en a fait une fun. Ils ont implémenté une fonctionnalité au-dessus du connecteur de paiement. En l'occurrence, c'est encore une Fogone, mais encore une fois, ils sont pour rien. Ils avaient rajouté une feature, un trou. C'est-à-dire que dans la feature qu'ils ont rajoutée, il y avait un trou de sécurité qui permettait à la personne d'exécuter n'importe quelle commande sur le serveur. Donc c'est souvent ça le problème. Le stockage aussi, on a vu des cas assez originaux. Un Magento en mode debug, parfois, ou un connecteur de paiement en mode debug, peut très bien stocker des numéros de carte bleue, en clair. Et si vos logs sont accessibles, vous tapez /var /log /exception.log ou system.log ou peu importe, s'ils sont accessibles, on va récupérer l'intégralité des numéros de carte bleue qui ont transité par le site. Ça, c'était aussi un top 30 du e-commerce français. Et puis évidemment, on peut récupérer des infos côté navigateur ou côté serveur d'autres types. Alors c'est nos 1200 sites actuels, on a moins qu'on a eu auparavant, parce qu'on a plutôt des grands comptes maintenant, mais 10 sites par an sont touchés. C'est pas marquant, mais c'est en augmentation, et c'est déjà même l'environnement standard chez nous est assez ardonné. C'est pas l'environnement de sécurité, mais c'est déjà assez ardonné. Ce qui veut dire que déjà là, ils arrivent un petit peu, et la tendance est à l'augmentation. La surface augmente et la violence et le méthode d'attaque augmentent. Puis les attaques ciblées. Alors pourquoi on cible un site de e-commerce? Parce qu'en fait, vous êtes le seul milieu où on fait le triple combo. Je peux récupérer 3 fois de l'argent en hackant votre site. 1 fois en hackant les numéros de CB et donc en ayant du cash. 2 fois en revendant les identités et les données. 3 fois en récupérant les produits et en les revendant. C'est quand même incroyable. Si je vais sur le site de JP Morgan, je récupère des infos privées, je monétise les identités, je monétise les cartes, mais j'ai rien à vendre, j'ai pas de produit. Si je hack un site d'un opérateur télécom, que je récupère les terminaux, les noms des clients et leur carte bleue, je fais 3 fois le bingo. Donc,
Ce qu'il faut voir, c'est ce qu'on appelle piratage aussi, c'est un périmètre qui est variable. En l'occurrence, quand on vous prend vos catalogues et vos tarifs, c'est du piratage, pas du piratage, c'est bien, c'est pas bien. Certains vont dire dans la salle que l'observation des prix de la concurrence en magasin, ça existe depuis toujours. D'autres diront que l'automatisation à grosse échelle, c'était pas comme ça avant. C'est-à-dire que les gens allaient les relever, le prix du litre de lait au carrefour du coin. Là, maintenant, ça se fait en quelques secondes. Il faut savoir aussi que vos concurrents peuvent complètement drainer vos budgets AdWords, Bing, etc. d'AdWords, avec des outils très simples. Il en existe une quinzaine sur le net, vous pourrez vérifier. C'est pas très compliqué. Il y a un très bon blog là-dessus qui s'appelle Krebs on Security. K-R-E-B-S, plus loin on, plus loin security. Le gars est très très intéressant, il vulgarise bien. C'est lui qui a remonté ça, il donne une quinzaine d'outils tout simples pour aller vider les budgets de vos AdWords. Donc je m'attaque à un site, c'est Discount, et tous les jours je lui claque 10 000 € de budget et il n'a jamais de trafic. Et après, il perd tous ses clics. Ce qui est quand même assez impressionnant. Ça, c'est du piratage. C'est indirect, mais c'est du piratage. Les bases de données concurrentielles, évidemment, ça a de la valeur. Votre réputation, elle a de la valeur, votre image de marque. Et un phénomène qui grossit, qui prend de l'ampleur de manière colossale, c'est la DDoS. Un DDoS, ça veut dire Distributed Denial of Services. Ça veut dire que plein d'ordinateurs sont monopolisés pour attaquer un site et pour drainer complètement ses ressources et empêcher l'accès au site. En faisant ça, votre site est injoignable pour des heures, parfois pour des jours. Et ça coûte 5 à 20 $ de l'heure. Vous bloquez 1 million d'euros de business ou 100 000, ça peut coûter que 5 à 20 $ de l'heure. On voit des DDoS titanesques passer, notamment Cloudflare en a reçu plein récemment. Ils ont coupé plusieurs fois leurs services, ça a impacté beaucoup les marchands qui hébergeaient dans leur CDN. Ils ont pris des DDoS de 400 gigabits, de quoi coucher vraiment à peu près tout le monde. Je veux dire, même Orange prend 400 gigabits et ils les sentent passer, quoi. Donc c'est une nouvelle méthode concurrentielle qui se développe beaucoup, et il faut avoir des anti-DDoS solides pour encaisser ça, parce que c'est vraiment des raz-de-marée. Alors, les attaques ciblées ciblent massivement les données. C'est le 53% chez les retailers, c'est les données qui sont ciblées, les bases de données. Alors, l'ingénierie sociale, j'en ai parlé un petit peu, c'est ce qu'ils ont fait sur notre secrétaire comptable. C'est-à-dire, je vise une personne très précise dans l'organisation en espérant accéder au reste de l'organisation à travers son poste de travail. Les mots de passe faibles, on n'en parlera jamais assez. Il y a encore vraiment une palanquée de sites où les mots de passe des back-office sont ridiculement faibles. Alors, évidemment, si vous donnez le mot de passe du back-office aux pirates, effectivement, ils gagnent du temps. C'est plus facile. Et il y a beaucoup de systèmes de back-office qui ne vous bloquent pas si vous faites des erreurs. Vous faites une erreur, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 30, vous n'êtes jamais bloqué. Pour ça, c'est pas terrible non plus. Après 5 attempts failed, votre iPhone, il vous bloque. Mais votre site de e-commerce, non. Donc pensez aussi à mettre des limites là-dessus. On a vu aussi des choses nouvelles se produire. On va essayer d'adjacker votre nom de domaine. Très rigolo, ça. C'est... Alors, soit on attaque directement le registrar et on détourne tous ces noms de domaine, c'est-à-dire les gens qui enregistrent votre nom de domaine, Gandhi ou autre, et on le compromet et on redirige le domaine dans l'espace pendant plusieurs heures, voire plusieurs jours, ce qui détourne évidemment le business. Ou directement, on va attaquer l'entreprise qui héberge le DNS qui répond pour votre site et on va détourner le nom de domaine, pareil, sur une IP qui est bidon et qui va bloquer votre site. Les DDoS, on a parlé. Overflow, Wi-Fi, war driving, scrapping, phishing, c'est autant de techniques qui se développent au quotidien dans un monde qui est très très dynamique. Et le piratage devient multicanal. Vous enseigne, vous devenez multicanal, et ben le piratage aussi. On suit, c'est normal, c'est l'adaptation, c'est l'évolution qui veut ça. Là, par exemple, Dexter, Esperbot et Blackpost sont 3 malwares qui ont touché les caisses des groupes de retail. Donc ça infecte votre Silence, ça infecte votre Columbus, ça infecte votre Cegid, ça infecte le point of sale, directement. Et là, c'est comme ça que... c'est pas Home Depot, c'est l'autre, pardon. Bref, il ne me revient pas dans l'instant, excusez-moi. C'est fait pirater. Notre ami tout à l'heure... Attendez, je le reprends... Oh, c'est trop loin. Bref, l'un des 7 que je signalais tout à l'heure, c'est pas Home Depot... Target. C'est comme ça que Target s'est fait compromettre ses cartes. Les attaques des TPE, directement ou indirectement, soit le device directement qu'on va essayer de compromettre, soit en se mettant pas très loin, on va enregistrer les frappes sur le device avec une caméra infrarouge, très simple, vous en achetez une pour 50 $ sur votre iPhone, il enregistre les infrarouges et vous voyez les touches qui ont été pressées pour avoir le code PIN au passage. Il y a beaucoup de créativité dans ce milieu-là.
C'est que oui, donc c'est pour ça que Target a perdu autant de comptes. Et c'est une tendance qui est pour l'instant que aux US. On a de la chance. Pour le coup, on n'a pas encore vu ça en France, mais bon, les tendances US ont tendance à venir en France à un moment ou à un autre. Alors comment on monétise? Parce qu'une fois qu'on a récupéré plein de choses, il faut vendre. Une CB valide, ça vaut à peu près $10. Alors c'est très variable. Si c'est une Cléo, ça vaut pas grand-chose. Ça va valoir 2-3 euros. Par contre, effectivement, si vous avez une Amex Black, c'est plutôt $50. Mais la moyenne s'établit aux alentours de $10. L'identité, c'est $8. Plus elle est complète, plus elle vaut cher. Ça peut monter pareil jusqu'à $50. Et là, une usurpation d'identité, les gens vont prendre des crédits à votre nom, vont dépenser, et vous allez retrouver avec plein de crédits que vous n'avez jamais pris, mais ils ont votre nom, votre carte d'identité, votre permis, tous les documents que vous avez transmis pour valider votre identité d'une façon ou d'une autre. Ils ont tout ce qu'il faut pour prendre un crédit en votre nom, en fait. Voilà, puis sans compter évidemment la fraude aux achats en elle-même. Alors, rassurez-vous, dans ce monde qui est quand même assez noir que je dépeins, mais qui est réaliste, il y a des solutions de sécurisation. C'est pas un monde où on a perdu d'avance. Déjà, la première chose à faire, c'est auditer votre site. Il n'y a pas de bien ou de mal. Un développeur, il a le droit d'être fatigué un jour, d'oublier quelque chose, enfin, c'est humain. Sauf que vous, quand vous oubliez quelque chose, c'est pas forcément si grave. Lui, quand il oublie quelque chose, ça peut compromettre tout le site. Donc faites des tests. Ça ne coûte pas si cher que ça et ça vous permet d'être sûr que votre site est propre. Mettez une politique de mot de passe interne et externe. On a vu une étude récemment qui publiait la liste des mauvais élèves de l'e-commerce qui ne forçaient pas des mots de passe complexes de la part de leurs clients. C'est vrai que c'est aussi une erreur, c'est à vous de faire ça. Par exemple, on pourrait considérer qu'Apple n'est pas responsable du leak des photos nues des stars Arlette récemment là, qui se prenaient des selfies dans leur chambre d'hôtel. Mais en fait, un petit peu quand même. C'est eux aussi de forcer la politique de mot de passe et de dire bon, vous stockez des données sensibles, il faut quand même qu'on vous impose d'avoir un mot de passe décent. Chiffrez les données sensibles autant que possible, c'est pas infaisable. Chiffrez tout ce qui est de la donnée froide que vous n'avez pas besoin de garder comme ça à chaud en mémoire. Et de manière générale, ne conservez pas les données dont vous n'avez pas besoin. Ça paraît idiot, mais c'est tellement vrai. Je veux dire, est-ce que vous avez besoin d'avoir absolument toute l'information sur la vie d'une personne avant de la laisser faire un achat? Je ne suis pas sûr. C'est parce que le formulaire par défaut fourni par le soft vous invite à demander tout ça. Mais vous en avez vraiment besoin? Si vous en avez besoin, pas besoin, ne le gardez pas. Vous faites prendre un risque à vos clients pour rien. Mettez un Web Application Firewall en place. Ça coûte rien. J'en sais quelque chose, on en édite un qui s'appelle Naxi, qui est gratuit, qui est open source, qui fait déjà tourner des top 20 des sites mondiaux, et qui a un Web Application Firewall qui va vous protéger contre les attaques du top 10 au WASP. Et c'est gratuit, on vous le donne. Donc voilà, mettez-le en place. Et hébergez-vous dans un environnement sécurisé. Là, je prêche pour ma paroisse, évidemment. Mettez du 3D Secure, débrayable. C'est plus une horreur 3D Secure. À une époque, effectivement, on disait ça baisse le taux de conversion, c'est terrible, mon site s'est effondré, blablabla. 3D Secure, c'est très très bien. 3D Secure, le principe de fond est intelligent, il est même indispensable. C'est-à-dire que ce qu'on appelle la 2FA, Two Factor Authentication, quelque chose que vous possédez, votre portable, quelque chose que vous connaissez, votre PIN code, ou votre code de carte bleue, vous permet d'être sûr d'identifier la personne qui paye vraiment au bout du compte. La fraude baisse considérablement. Et vous pouvez le débrayer. Vous pouvez dire, ces gens-là, je le connais, cette IP-là, je la connais, cette email, je la connais, ce numéro de carte, je le connais, et j'ai jamais eu de problème avec, donc je ne suis pas obligé de faire un 3D Secure. Tous les connecteurs de paiement modernes, presque tous, le proposent. Donc ne pas le mettre, c'est vraiment dommage. Et pour votre business, et pour vos clients. Et puis, être PCI DSS et avoir un hébergeur PCI DSS, c'est important. Pourquoi? Parce que PCI DSS, c'est un conseil qui a été créé participativement par des éditeurs de cartes bleues, Visa, Mastercard, etc. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour l'instant, ils agissent surtout dans la plaque anglo-saxonne, mais ils viennent en France très fort aussi, et ils peuvent vous interdire de processer des cartes bleues. C'est-à-dire que si vous perdez des numéros de carte bleue régulièrement, que vous ne faites pas le boulot correctement, etc., ils peuvent vous interdire de processer des cartes bleues. C'est simple, c'est eux qui les émettent. Donc ils peuvent vraiment vous interdire de le faire. Donc PCI arrive en France, c'est une bonne norme, elle protège de beaucoup de choses, enfin elle ne protège pas, c'est une norme, mais elle aide à avoir des best practices qui vous permettent d'éviter ce genre de désastre. Faites des analyses de risques liés au métier. Votre métier spécifiquement peut comporter des zones de risque particulières, des zones où on va peut-être accéder à des entrepôts de manière non sécurisée, à des données sensibles. Faites des tests en continu, ayez des équipes compétentes, ça paraît idiot, mais c'est quand même la base de la chose. Donc, de facto, faites-les former, c'est pas une mauvaise chose. Réfléchissez avant d'acheter un produit. Je vous parlais tout à l'heure de notre WAF gratuit open source. Il y a Imperva aussi sur le marché. Sauf que Imperva nous a contactés pour savoir s'ils pouvaient racheter Naxi, parce qu'on fait un peu mieux qu'eux sur certains points quand même. Et Imperva, ça vous coûte 50 000 € par an. Donc avant d'acheter un produit, vérifiez déjà si vous n'avez pas des mesures simples et ou gratuites qui sont à disposition sur le marché.
Notamment, l'open source, c'est très très bon pour faire ce genre d'effort. Ayez des mesures cost-effectives, ça ne sert à rien de dépenser une fortune, et puis gérer le risque opérationnellement, comme n'importe quelle activité, il faut avoir une gestion de risque. Et le e-commerce n'en est pas exclu. Petite conclusion rapide, les tendances US vont arriver en France, j'en suis certain. Les DDoS, c'est une méthode de concurrentielle qui devient de plus en plus importante. Pour la petite blague, on a des gens qu'on héberge, les deux, qui sont dans un monde concurrentiel, en l'occurrence la croquette, voilà, la nourriture pour les animaux, etc. Et il y en a un qui a attaqué l'autre. Qui a envoyé, pour être plus précis, il y en a un qui a envoyé une DDoS sur l'autre. C'est-à-dire que les deux sont hébergés chez nous, il y en a un qui a envoyé une DDoS sur son concurrent. On m'a dit, bon, déjà, ça se voit, c'est dans toutes nos consoles. 2, votre concurrent, il n'est pas très content, donc il va vous coller un procès, vous ne répétez pas immédiatement. Et 3, ça ne se fait pas. Mais les DDoS, c'est devenu presque un réflexe pour certaines personnes. Et la perte des clients, c'est fatal. La perte de la confiance, c'est quelque chose que vous ne trouverez jamais. Vous bâtissez des empires de réputation. Le jour où cette réputation est entachée par un problème de confiance, vous ne la retrouverez jamais. Le gars qui n'a pas donné, qui n'a pas informé ses clientes qu'il avait perdu ses login passwords, c'est parce que son site était tout simplement fini s'il le faisait. Et les plus grandes enseignes se font compromettre. Vous avez vu les noms. Je veux dire, ils mettent des moyens, ces gens-là. Donc il faut avoir plus que des moyens, il faut avoir des personnes dont c'est le métier, dont c'est la spécialité. Donc qui sont des personnes reconnues pour ça. Nous, on le fait. On a des offres de très haute sécurité. Vous pouvez venir nous voir sur notre stand là-dessus. On héberge ce genre d'éléments. Pour des grands comptes, pour qui on fait aussi de la sécurité. Et ça vous permettra de dormir tranquillement et de nous laisser nous occuper de la sécurité conjointement avec vous. NBS System qui saura vous répondre. Merci.